La deuxième partie de Périscope avec Fabrice Père. Bonjour Monsieur Père, vous êtes le président du directoire du groupe Partouche, casino, hôtel, restaurant, spa. On est dans les activités de service qui ont été durement éprouvées pendant cette crise. C'est une belle histoire, l'histoire du groupe Partouche. C'est l'histoire d'Isidore Partouche, rapatrié d'Algérie, un radioélectricien qui rachète un casino à Saint-Amand-les-Eaux avec son établissement thermal. C'est au milieu des années 70, en 1973. Et puis il y a le Touquet, il y a Forges-les-Eaux, il y a Dieppe, il y a Vichy. Votre histoire est une histoire d'eau, hein, d'une certaine façon. Beaucoup de villes d'eau. Alors les casinos en France, c'est 16 000 emplois. Et vous-même, en 1995... la volonté probablement de la famille d'acquérir une surface financière plus large, l'introduction en bourse au second marché et le développement de l'hôtellerie. Vous faites partie des activités qui vont rouvrir le 15-12, le 15 décembre. Est-ce que vous êtes prêt? On est fin prêt. On espère surtout que la date du 15 décembre va être confirmée, puisque en fait, on a dû la connaissance de cette date à une question lors de la conférence de presse de M. Castex, une question de votre consoeur de France Télévisions, qui a demandé en toute fin de conférence de presse et les casinos. Et donc on a pu apprendre à cette occasion qu'on était dans le lot des activités qui pourraient reprendre le 15-12, comme les cinémas notamment. Alors, vous n'avez pas réalisé une formidable année, il faut le dire, parce que c'est une année qui a été en partie hypothéquée par la Covid. Les pertes du premier semestre de 2020, vous avez perdu 5 millions d'euros. Vous en aviez gagné un petit peu plus de 13 à période comparable l'année précédente. Le chiffre d'affaires a beaucoup baissé. Est-ce que vous attendez, vous, un rebond rapide? Je vais être très honnête avec vous, Monsieur Père, je ne connais pas du tout, à titre personnel, la clientèle des casinos. Je ne sais pas qui va dans les casinos. Je sais que beaucoup de monde aime jouer. C'est un endroit de convivialité, comme disait l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Mais est-ce que vous pensez que votre clientèle va revenir rapidement? Je le pense, oui, elle va revenir rapidement. On le pense, on est même assez assuré, parce que après le confinement du printemps et une période de fermeture qui pour nous a d'ailleurs duré plus que la période de confinement, puisqu'on a été fermé pendant 79 jours. Le 2 juin, on a eu le plaisir de voir nos clients revenir à peu près normalement dans nos établissements. Donc la logique du 2 juin, on espère que ça sera celle du 15 décembre et que nos clients vont revenir fréquenter nos établissements. Ça sera plus compliqué parce qu'on va avoir à subir le couvre-feu, c'est-à-dire que les établissements vont fermer à 21h. Ah oui. On est quand même une activité qui dure, plutôt nocturne que diurne, quoique. C'est assez étalé, mais la soirée est quand même une période particulière pour les casinos et on a, la plupart de nos établissements ferment vers 3h du matin. Donc ça va quand même amputer une grande partie de la période habituelle d'exploitation. C'est l'occasion de découvrir ce que vous êtes vraiment derrière la façade du casino. Ça va satisfaire aussi un appétit de connaissance personnelle. Je ne sais pas du tout, je le répète, comment fonctionne un casino. Quels sont les métiers dans un casino? Il y en a de nombreux. D'abord les métiers spécifiquement du jeu, qui sont des métiers très particuliers, puisque quelqu'un qui veut être employé de jeu a besoin d'avoir un agrément du ministère de l'Intérieur. Alors ça va d'un technicien, croupier, etc. Mais il y a bien d'autres métiers, comme vous le disiez. On a 80 restaurants dans le groupe Partouche. Donc on a des métiers de la restauration, on a des métiers de l'hôtellerie, on a des métiers de l'animation aussi. Les casinos en France, les 202 casinos français sont des acteurs importants de l'animation du spectacle. On emploie énormément d'intermittents du spectacle. C'est pour ça qu'on a beaucoup milité pour notre réouverture, parce que justement, on a un rôle économique et social assez vaste sur les territoires où nous sommes implantés. Parce qu'en effet, quand je citais quelques noms de territoires, là, Saint-Amand-les-Eaux, Vichy, vous êtes aussi dans le sud-est de la France, ça participe à l'attractivité du territoire, et probablement aussi à l'activité économique, j'allais dire de droit commun. L'activité économique, les casinos en France, c'est 1,4 milliard de prélèvements pour l'État et les communes. Oui, c'est une bonne nouvelle pour l'État, ça. Oui. Voilà, vous l'avez dit, 15 000 emplois. On estime à 45 000 emplois indirects les emplois sur toute la périphérie de nos activités, et un rôle d'animation très important. Nous avons le magnifique casino d'Aix-en-Provence. Nous sommes un des premiers mécènes du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Un des premiers mécènes des biennales d'art contemporain à Lyon. Donc les casinos en général ont un rôle territorial très important. Qui sont les clients? Qui sont vos clients? Alors les clients, c'est la population française. Contrairement à ce qu'on croit,
où de temps en temps on est stigmatisé, on a des visions un peu capillotractées de nos clients. La répartition est assez homogène. Des jeunes qui sont venus assez récemment sur des nouveaux jeux qui sont arrivés, qui sont des formes électroniques de jeux traditionnels. Toute une représentation de la population. Donc c'est assez divers. Et vous avez des publics étrangers. Je regardais très rapidement la carte de France. Il y en a aux frontières, évidemment. Vous avez des publics étrangers. Ceux-là ne reviendront pas. Alors, on en a peu, en fait. Contrairement à des modèles aussi qu'on peut avoir sur Las Vegas ou Macao, les casinos français, en fait, sont des casinos qui ont une zone de chalandise, on va dire, qui est 50 km autour de l'établissement. Donc, en dehors de mon casino à Cannes, à Nice ou à Divonne, près de la frontière suisse, où la clientèle étrangère est importante, le reste de la clientèle est vraiment du pourtour des stations où nous sommes implantés. C'est pour ça qu'on est assez confiant, effectivement, dans la réouverture, où les choses devraient bien se passer, et notamment, et pour une chose qui est fondamentale, c'est qu'on a des protocoles sanitaires qui sont impeccables. On a été les premiers à avoir une obligation de port du masque permanent durant nos activités. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on a reconquéri tout de suite la confiance de nos clients. De vos clients. Alors, vous êtes également un groupe qui exploite des hôtels. Les hôtels en France, il y en a un petit peu plus de 18 000. Il y a beaucoup d'hôtels en France. C'est un pays dans lequel l'activité touristique représente une part importante de la création de valeur. 18 651 hôtels en France. Le taux d'ouverture à ce jour, c'est 70%. Alors, il faut distinguer, évidemment, ceux qui sont ouverts mais qui n'ont pas d'activité. Le taux d'occupation, c'est 22%, et le prix moyen de la chambre, il a baissé de 35%. Alors, je ne sais pas qui a envie d'aller à l'hôtel en ce moment. Il y en a probablement pour qui c'est essentiel. Il y a des gens qui travaillent. Il y a toujours des salariés itinérants dans le pays. L'industrie telle que vous l'avez connue, l'industrie de l'hôtellerie, elle va surmonter cette crise, ou est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de casse ? Elle va mettre du temps à surmonter cette crise, et notamment parce qu'elle ne maîtrise pas tout. Enfin, vous l'avez dit, les déplacements professionnels, les déplacements touristiques, il va y avoir un temps pour que ça se remette en route. Nous concernant, je vous avouerai que nous avons réorienté la réouverture de nos hôtels spécifiquement sur l'accueil de nos clients, pour justement préserver ce qui reste le cœur d'activité de nos métiers, qui sont ceux du jeu et du casino. Mais clairement, les métiers de l'hôtellerie et d'autres professionnels le disent bien mieux que moi, vont mettre un certain temps à redémarrer. Qui sont les plus menacés, selon vous ? Dans l'hôtellerie ou... Oui, dans l'hôtellerie, dans le secteur de l'hôtellerie. Les petites structures... Je pense que les grosses structures de luxe, enfin de très haut de gamme, risquent d'avoir plus de mal que l'hôtellerie de 3 étoiles ou autre. C'est un peu la vie, enfin c'est une vision personnelle. Mais il y a dans les grandes villes de France, il y a à Paris des palaces, notamment. Oui. Alors ça aussi, ça emploie un nombre assez important de salariés, c'est plutôt de bons salaires d'ailleurs, de façon générale. Ça participe aussi à la balance des paiements, parce que ce sont des étrangers qui viennent dépenser leur pouvoir d'achat en France. Vous pensez que ces grands hôtels, on a tous quelques noms en tête, Avenue de Montaigne à Paris, le Royal Monceau, quelques autres, le Georges V, ces établissements qui appartiennent à des fonds sont aujourd'hui les plus menacés? C'est ceux qui ont les... Et pourtant, leurs actionnaires, si je vais un peu plus loin, ont les poches profondes. Oui, mais c'est peut-être ce qui va les sauver. Enfin, je veux dire, c'est ce qui les soutient. C'est ce qui va peut-être leur faire passer un peu mieux cette période que d'autres. Mais avant que cette clientèle internationale habituée à cette gamme d'hôtellerie ne revienne, je pense qu'il va y avoir un certain temps qui va s'écouler. 2 mots sur les assurances pertes d'exploitation. Je l'indique depuis hier, je reçois de nombreux messages de chefs d'entreprise, alors pas seulement dans le secteur de l'hôtellerie, mais des chefs d'entreprise qui me disent, voilà, j'ai actionné mon assurance perte d'exploitation, mais mon assureur me répond que je ne suis pas éligible. Où en est-on dans le secteur de l'hôtellerie? La deuxième question, accessoirement, c'est à quoi servent les assurances dans de telles circonstances? Écoutez, pour ce qui nous concerne, et dans notre métier, et plus principalement dans celui du casino, moi je suis en train d'engager un bras de fer avec mon assureur, parce que effectivement, au gré de cette pandémie et de ce qu'on croyait être des dispositions normales d'assurance et de couverture d'assurance,
Il y a un point de vue qui est différent du nôtre en face et chez les compagnies d'assurance où nous étions. Donc effectivement, on rentre, comme de nombreux métiers malheureusement, dans des discussions assez musclées. Comment sont écrits les contrats? Est-ce que le droit du contrat penche plutôt de votre côté ou du côté des assureurs? Écoutez, si j'écoute mon avocat, il penche de mon côté. Bien. Voilà, donc maintenant, ça va être des discussions assez longues parce qu'on peut comprendre de la part de ces assureurs qui, à mon avis, n'avaient jamais estimé, matérialisé ce que pourraient être les conséquences d'une pandémie. On sent qu'il y a une réticence très forte. Maintenant, il est légitime et même normal. Je vais vous dire, nous... Dans ce qu'on vient de passer, vous avez fait part des difficultés qu'on a eues, 79 jours de fermeture. Moi, j'ai perdu 150 millions d'euros de volume d'activité sur cette période. Ça n'est pas rien. Quand je vais au-devant de mes banquiers pour qu'ils me soutiennent, et heureusement pour moi, je bénéficie de leur confiance et de leur soutien. Mes banquiers, une des questions qu'ils me posent, c'est qu'avez-vous fait pour préserver votre entreprise et est-ce que vous avez tout fait, dont notamment de faire appel à votre assureur. Ouais. Donc c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas passer, qui sont difficiles parce que, écoutez, en face, les gens ont des positions différentes. Il y a de la résistance. On est obligé d'aller au-devant de ce genre de bras de fer, effectivement, malheureusement. Bruno Le Maire est ce soir sur LCI, le ministre de l'économie, à partir de 20h. C'est une question qui lui est adressée aussi. C'est une question qui potentiellement lui est adressée. Au fond, les assureurs ont bénéficié cette année de circonstances plutôt favorables. Moins d'avaries domestiques, d'abord, moins de risques professionnels. C'est vrai qu'ils ont un petit peu contribué au début de l'année, mais malgré tout, ce sera une très bonne année. Et les professionnels me disent que les contrats qui arrivent pour l'an prochain sont des contrats dans lesquels il y a un petit peu d'inflation. Vrai ou faux ? Ah oui, il y a de l'inflation. D'ailleurs, moi, l'assureur avec lequel j'ai engagé ce bras de fer, je l'ai quitté parce que justement, ces contrats étaient en inflation. On remarquera aussi quelque chose de très étonnant, c'est que ces mêmes assureurs ont beau vous dire, écoutez, le contrat, il disait ça, il n'y a pas de problème. Ce sont les premiers à proposer des avenants plus précis pour ces fameux contrats qui, pourtant, selon leur dire, étaient clairs. Donc après, est-ce que l'État pourra faire quelque chose? Je l'espère. Et c'est normal que l'État demande. Moi, je suis le premier à remercier l'État pour les principales mesures dont nous avons bénéficié, qui sont celles de l'activité partielle, sans lesquelles je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous parler de mon métier que nous aimons et que nous espérons pouvoir continuer de faire et de reprendre en activité à partir du 15 décembre. Heureusement que l'État a été là, et il est normal que l'État aussi se questionne sur les soutiens que peuvent apporter d'autres filières. Alors, on va se dire deux mots d'un sujet qui n'est toujours pas tranché, c'est le sujet des congés payés. J'imagine que vous êtes vous-même concerné. 16 millions de jours de congés payés dans l'hôtellerie. C'est le stock au moment où nous échangeons pour 1 million de salariés, à peu près 1 million de salariés du secteur. C'est un piège mortel pour les entreprises qui sont à l'arrêt ou, à défaut, au ralenti, comme le montre Justine Corbillon. Si l'on prend l'ensemble des salariés du secteur de l'hôtellerie-restauration, 16 millions de jours de congés restent à prendre. S'il fallait tous les payer, ça coûterait 1,7 milliard d'euros. Impossible pour les professionnels du secteur qui demandent à l'État de prendre en charge le paiement d'au moins la moitié de ces jours. C'est un problème de trésorerie. On a 1 million de salariés, on a 250 000 entreprises. Nous, ce que l'on a besoin, c'est surtout qu'on préserve un maximum d'emplois. Pour cette avocate du droit du travail, cette situation est inédite en Europe. Si des dispositifs de chômage partiel existent bien chez nos voisins, les droits du salarié ne sont pas les mêmes. Si on prend par exemple le cas de l'Italie, de l'Espagne ou de l'Allemagne, pendant les périodes d'activité partielle, il n'y a pas d'acquisition de jours de congés payés. Cette question des congés payés est un casse-tête supplémentaire pour tout ce secteur des hôtels et restaurants, dont la réouverture est pour l'instant prévue autour du 20 janvier. Fabrice Père, vous êtes concerné ? Oui, bien sûr. Comme tous les hôteliers. C'est un vrai problème parce qu'à la reprise, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un droit à congé acquis pendant les périodes effectivement où ils étaient en activité partielle. Et ça pose un problème d'organisation, de productivité, mais financier aussi. Alors c'est vrai que l'État n'avait jamais prévu ça. Non, c'est une situation à laquelle on pense depuis peu. Ouais. Maintenant, c'est par raisonnement similaire, vous dites il n'y a pas de congé qui soit généré pendant certaines périodes de maladie, justement parce qu'il n'y a pas de travail effectif. Donc c'est vrai qu'il y a un questionnement, mais c'est vrai qu'il y a surtout un vrai problème économique
et d'organisation derrière. Vous discutez avec les organisations syndicales de votre groupe. Quelle est la tendance? Est-ce que, par exemple, certaines d'entre elles seraient prêtes à une sorte de compromis, un compromis dans lequel l'État paierait une partie, ou même une petite partie, et eux, ils renonceraient à une autre partie? Alors écoutez, en ce moment, on discute bien évidemment beaucoup, puis la période a été... moi, je n'ai jamais autant discuté, mais même de manière assez... juste pour échanger de l'information, pour rassurer surtout. Hein. Ouais. Je crois que l'essentiel de ce que les managers, certains managers ont eu à faire pendant cette période, c'est beaucoup discuter, informer, rassurer, parce que c'est extrêmement anxiogène la période qu'on traverse. On discute de beaucoup de choses, on n'en est pas encore venu à discuter de ces sujets de congés payés. Ah ben écoutez, précisément, je viens de recevoir cette information. Bruno Le Maire, puisqu'on parlait des assurances, Bruno Le Maire va demander aux assureurs d'en faire un peu plus pour l'hôtellerie et la restauration. Il s'est adressé aux compagnies d'assurance. S'agissant des assureurs, j'ai bien entendu, dit-il, je le cite, c'est une dépêche de l'AFP, sur les bancs de cette assemblée, il est face aux parlementaires, la volonté que les assureurs fassent plus, je les recevrai tout à l'heure, je leur demanderai de faire davantage. J'espère qu'ils se feront entendre. Ipse dixit, comme dit le maître. Ouais. Hein, c'est ça, maintenant il faut suivre. Tout à fait. J'espère qu'il se fera entendre des assureurs français, mais aussi européens pour ce qui me concerne. Bon, merci beaucoup. Merci. D'être venu aujourd'hui dans Périscope, Fabrice Père. Je vous rappelle notre rendez-vous de ce soir avec Elisabeth Martichoux, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la reprise. Ses réponses à la crise, nous serons avec François Langlais et d'autres invités autour d'Elisabeth pour interroger le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Dans un petit instant, c'est Arlette Chabot, le débat sur LCI. À demain, 16h, en direct à demain.